Vous avez sûrement entendu parler des tokens ERC 404. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ERC 404 veut réellement dire? Je sais que plusieurs personnes dans l'écosystème possèdent déjà ces ERC 404, mais est-ce qu'ils comprennent réellement le besoin? Est-ce qu'ils comprennent réellement pourquoi ça a été créé? Est-ce qu'ils comprennent réellement quelles sont les tendances qui sont en train de surfer avec et quels sont potentiellement les risques qu'il y a derrière ces ERC 404? Faire quelque chose dont on comprend, c'est toujours mieux. Et c'est le but de cette chaîne, de vous éduquer, de vous faire comprendre les concepts de base qu'il y a derrière chaque mot qu'il y a dans cet écosystème. Et alors, vous serez en train d'investir beaucoup plus consciemment parce que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. C'est le but de cette chaîne. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir et tu vas apprendre réellement ce que c'est que les ERC 404. Pourquoi ça a été créé, quels sont les risques, quels sont les besoins et quels sont potentiellement les changements qui vont arriver parce que c'est encore expérimental. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo que tu ne dois pas rater. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura quelques projets dont on va mettre dans ton radar à la fin. Cet article de crypto est assez intéressant, il est assez simple et il dit simplement que c'est une norme, donc le ERC 404, c'est une norme de token expérimental, bien évidemment expérimental, qui combine le ERC20, dont vous connaissez très bien les fongibles, les tokens fongibles, divisibles, fractionnés, et les tokens non fractionnables, les NFT. Les NFT, ce sont des tokens dont on ne peut pas diviser, et donc ça a beaucoup de limitations, et comme ça également beaucoup d'avantages d'une certaine façon. Donc l'un a beaucoup d'avantages parce qu'il est divisible, on peut détenir une petite fraction, permettre donc à plusieurs personnes d'en posséder une petite partie. C'est un peu comme si on disait, le Bitcoin ne se fractionne pas, vous ne pouvez posséder qu'un seul Bitcoin. Qu'est-ce qui allait se passer? Plusieurs personnes n'allaient pas être à mesure d'acheter un Bitcoin parce que c'est beaucoup cher. Okay? C'est un peu comme les NFT. Dans les NFT, il y a des NFT dont les gens ne peuvent pas acheter parce que c'est beaucoup cher. Mais imaginez qu'on fait donc une fraction de ces NFT et qu'on dit maintenant vous pouvez en acheter et posséder une partie. Et donc le fait de fractionner les NFT, ça apporte un autre problème. Le fait que comment est-ce qu'on rattache la fraction du NFT forcément au NFT? Ce qui se faisait avant jusqu'à présent, c'est qu'on va créer un token pour le fractionner. Et maintenant, ce n'est que le porteur du projet qui a derrière la possibilité de gérer maintenant de l'autre côté le NFT en disant, ok, si le NFT dans le smart contract a certaines logiques qu'ils vont mettre dans le NFT, mais cette logique-là n'est définie que par le porteur du projet, dont les deux ne sont pas liés parce que le token qui est fractionné dans le token qu'on va émettre pour le fractionner n'est pas en réalité attaché au NFT lui-même. Ce sont deux entités totalement séparées. Et voilà où vient le problème. Le problème vient du fait que on veut maintenant faire en sorte qu'on combine la puissance des deux et que les deux soient liés de telle sorte que tout ce qui se passe sur le token fractionnable se rapplique effectivement sur le token non fractionnable et que les personnes qui ont le token fractionnable soient par logique d'un seul contrat ou bien d'une seule logique liée les propriétaires ou bien les manipulateurs du NFT. Voilà d'où vient le réel problème. Okay? Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Et donc, ça fonctionne en liant, on va lier donc le token ERC 221, qui est un standard un peu plus élevé du premier standard de token ERC. Et donc, on va lier donc le token ERC20 et le jeton ERC20 et le 721, où on va mettre le token ERC20 qui ne représente un NFT que lorsqu'il est un jeton entier. Donc on va dire, ok, tu peux avoir les tokens ERC20, dans les tokens fractionnables, mais pour être le propriétaire d'un NFT, il faudrait que tu aies une entièreté du token ERC20. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a plusieurs autres façons de faire, mais ça, c'est la façon la plus utilisée actuellement. On va dire, dès que tu possèdes le token ERC20 jusqu'à ce que ce soit en entier, tu es donc le propriétaire du NFT. Ok? Et donc, maintenant, ce NFT qui est attaché au token ERC20, à l'entièreté du token ERC20, dès que tu vas vendre une fraction de ce token ERC20, on va donc brûler le token NFT pour dire, comme il n'y a plus en entièreté le token ERC20, ça ne sert donc à rien d'avoir le token NFT derrière parce que réellement, il n'y a pas de propriétaire unique par rapport à ça, sauf si on veut le fractionner. Et comme
Et comme il n'y a pas de propriétaire unique au NFT, on va donc le brûler. En attendant qu'on ait encore combiné les tokens ES20 jusqu'à en avoir un. Et maintenant, reminter le token NFT derrière pour dire, ok, comme tu as recombiné un token ESC20 en entier, alors on va te donner le token ESC NFT, donc ESC 721, qui va être comme ça, le token NFT, et peut-être brûler ce token, brûler également même le token ESC20 si on veut d'une certaine façon. On peut combiner les deux, ça dépend de la logique du projet, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Et vous comprenez donc que un des avantages forts, ou bien une des possibilités fortes, avec déjà le fait d'avoir les ES20 qui sont attachés au NFT, ça fait que plusieurs personnes peuvent maintenant posséder les ES20 et réellement être les propriétaires d'une fraction d'un NFT derrière, ce qui n'était pas réellement possible avant, sauf si on faisait quelques manipulations d'une certaine façon. Et ça peut donc soulever quelques problèmes dans l'écosystème crypto-monnaie au niveau des frais. Parce que ce qui est fait jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que on va donc, il y a donc les premiers standards qui ont été proposés vont combiner les deux dans un seul smart contract. On va donc faire hybrid functionality aim to provide the versatile, the native liquidity. Donc la première chose qu'il y a comme avantage, c'est que ça va amener la liquidité. Comme les NFT seront fractionnés, alors plusieurs petites personnes, ou bien plusieurs petits moyens peuvent se permettre d'acheter une fraction. Donc ça apporte la liquidité de façon native au NFT. Ça fait qu'on peut lister le token ES20 sur des plateformes de DEX, sur les plateformes de DEX pour apporter de la liquidité au NFT. Mais ça soulève un problème, vu que c'est un seul smart contract, ça veut dire qu'on peut également lister ce smart contract sur des plateformes de NFT Marketplace et ça porte un problème. Parce que sur les plateformes de NFT Marketplace, ce ne sont pas censés être les ES20, mais c'est censé être plutôt les NFT, donc les ESC 721 ou bien les EST 115. Donc, ça fait que il y aura donc certains tokens qui vont se retrouver là où ça ne doit pas se retrouver d'une certaine façon. Parce qu'on a un mix match des deux. Et ça apporte la programmabilité à la scarcité des objets digitaux. Donc on apporte une certaine programmabilité de façon numérique. On dit ok, si les tokens sont dispersés de façon par-ci par-là, on brûle les NFT. Ça fait qu'il y a une certaine rareté de NFT qui se crée parce que plusieurs personnes qui possèdent les ES20 qui sont attachés aux NFT, ça fait qu'on va brûler les NFT derrière et les NFT n'existeront plus. Et si jamais personne ne parvient à combiner le token en entier et que ça devienne beaucoup trop cher, par exemple, vous imaginez aujourd'hui, on dit qu'il y a un NFT que pour posséder, il faut en avoir un Bitcoin en entier. Le Bitcoin, tu peux avoir une petite fraction. Mais s'il faut un NFT qui est attaché au Bitcoin et que tu dois posséder un pour être le propriétaire du NFT, vous voyez comment moins de personnes auraient la possibilité d'avoir donc le NFT. Donc plus le prix augmente de ce ES20 augmente, plus la possibilité d'avoir le NFT en entier pour ce type de modèle est plutôt rare en fait. Voilà comment on a créé une rareté des NFT d'une certaine façon en combinant ces deux tokens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique, mais je suis sûr que vous comprenez très bien parce que je suis assez simple dans les explications. Donc, le ESC 404 standard, ce n'est pas encore officiel. Quand on dit ce n'est pas officiel, parce que ça n'a pas encore été audité réellement par la maison Ethereum ou bien par les personnes, les grands développeurs, c'est expérimental. Les gens ont émis cette idée, ils ont développé quelque chose et on est en train de tester et il y a déjà quelques problèmes qui surviennent avec ça. Donc quelques petits problèmes qui surviennent avec quelques cas d'utilisation, on a déjà parlé, qui sont donc les objets numériques, dont les arts, les objets qui sont collectibles, quand on peut collecter quelque chose, plus les gens vont acheter les NFT qui vont en posséder un, ils vont avoir donc la possibilité d'avoir quelque chose, et plus on va donc vendre ces NFT, ça va donc détruire, vendre ces ES20, ça va donc détruire les NFT, et donc si tu as un dans ton portefeuille, tu peux être parmi l'une des personnes rares. L'immobilier. Donc pour posséder la maison, il faut avoir un ES20 en entier. Par exemple, même posséder une part de la maison, vu que si on a émis 1000 NFT pour une maison, par exemple, et qu'on a émis 10 milliards de tokens, par exemple, qui sont adossés là-dessus,
si tu possèdes d'une certaine façon, on peut dire que tu possèdes 1 milliard de tokens, alors tu es le propriétaire de un NFT. Mais comme c'est 1 milliard, plusieurs personnes peuvent vouloir se l'arracher. Le prix du token ERC20 peut drastiquement monter. Et donc, posséder une partie du NFT, eh bien, une entièreté du NFT sera un peu difficile d'une certaine façon. Donc, dans l'immobilier, c'est très intéressant. Dans le gaming, le métaverse, c'est les mêmes choses. Les objets qui sont collectés dans les métaverses, dans le gaming et tout ça, on peut justement faire en sorte que plusieurs personnes puissent posséder. Et la personne qui est le réel propriétaire au fini, c'est la personne qui a l'entièreté d'une certaine façon. Donc, decentralized finance funding. Donc, decentralized funding. Oui, effectivement, on peut se dire, une personne ne peut pas acheter une part de quelque chose en entier. On va donc émettre les NFT et donc tu n'es propriétaire que si tu détiens une certaine quantité de tokens. Donc, effectivement, c'est utilisé là-dessus. Mais quels sont quelques risques avec ce token? Le premier, c'est que ça utilise un seul smart contract. Le ERC 404 utilise un seul smart contract. Et comme ça utilise un seul smart contract, la logique de fongible et de non fongible se rapplique à la personne qui est en train de faire la transaction. Donc, imaginez-vous que si c'est moi qui achète la dernière ou bien la première fraction du token, qui est attachée à un NFT. Cette fraction du token qui est attachée au NFT là, on doit normalement détruire le NFT parce que j'ai pris une fraction de ce NFT. Et la destruction de cette fraction de NFT, de ce NFT là, vu que je viens d'acheter une fraction, il faut payer les gaz pour détruire ce NFT. Et c'est donc moi qui achète la première fraction qui doit payer les gaz pour détruire ce NFT. Ok? Donc, ça fait d'une certaine façon, les frais deviennent beaucoup trop élevés parce que s'il faut à chaque fois que les actions du ERC20 se rappliquent sur les actions du 721, ça fait que les deux doivent nécessiter parfois à un moment donné beaucoup d'actions pour combiner la logique des deux et ça fait donc que le ERC 404 c'est parfois très cher en frais de transaction. Vous savez que les frais de transaction sur la blockchain, c'est le nombre d'actions qu'on peut combiner en un coup. Si je fais, par exemple, un smart contract ou quand je fais une action, quand je vais faire peut-être acheter, je fais 10 actions avant d'arriver à transférer le token, par exemple, ça va me coûter plus cher qu'un smart contract où j'ai codé, ou le fait d'acheter, fait peut-être 2 actions, ça vérifie seulement si, et après ça transfère. Ce contrat-là sera moins cher par rapport à un contrat où il y a 10 actions avant d'effectuer quelque chose qu'on veut faire, par exemple. Donc, vous voyez que quand on a combiné la logique des deux, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de frais de transaction et plusieurs personnes ne sont donc pas satisfaites avec cela. Et vous comprenez justement pourquoi on dit que c'est expérimental. Les gens ont proposé cela, Pandora a proposé cela parce qu'ils avaient justement cette logique qu'ils voulaient implémenter au sein de leur NFT. De les 10 000 NFT qu'ils avaient, ils ont implémenté cette logique de façon expérimentale. Mais les gens sont sortis avec une version un peu plus évoluée, un peu plus avancée encore des ERC 404, qui est donc le DN 404. Et donc, c'est dual. Ce DN 404, comment il fonctionne? Lui, il ne va pas combiner les ERC20 et les 721 dans un seul smart contract. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc séparer les deux. Il va donc séparer le ERC20, séparer le 720, mais mettre un smart contract au milieu qui va réglementer les deux. Et donc, comme il y a donc un smart contract au milieu pour réglementer les deux, la logique est d'une certaine façon attachée. Parce qu'il y a un smart contract au-dessus des deux qui va gérer justement la logique entre les deux smart contracts. Et ça fait en sorte que ce standard DN404 peut facilement être listé sur les DEX parce qu'on va prendre le ERC20 qu'on peut lister sur les plateformes des DEX et on va prendre le standard ERC 721 qu'on va lister sur les plateformes de marketplace pour les NFT. Et donc on ne va pas sur une plateforme avoir les deux tokens qui vont rappliquer la même logique. Qui vont avoir une seule logique parce que si on est sur les ERC20 et on voit qu'il y a un 721 qui est dans la logique des ERC20 et on est sur les NFT, on voit un ERC20 qui vient s'ajouter sur la logique des NFT, alors on a deux tokens dans une seule plateforme et c'est pas facilement gérable par la plateforme. Vous voyez que donc
Ils ont donc proposé justement ce DN404 qui est une version avancée, comme ils appellent, de ERC20 et qui combine et qui sépare les deux. Et ça va apporter les mêmes choses que le ERC20 apporte. Les avantages que cela a, c'est les mêmes. Ça va permettre d'apporter de la liquidité, ça va permettre de fractionner des actions, permettre de fractionner l'immobilier. Donc les avantages, ce sont les mêmes dont j'ai déjà expliqué. Mais ça a un avantage particulier, c'est que les frais de transaction sont moins par rapport aux frais de transaction qu'on a avec les ERC 420. Okay? Et donc, quels sont quelques projets qui surfent sur cette tendance? Pandora, ils ont été les premiers parce que c'est eux qui ont émis, ils avaient donc le besoin à la base de fractionner leur collection d'environ combien de NFT qu'ils avaient. Et ils ont donc mis ce standard-là dans l'optique de les accompagner dans la gestion beaucoup plus facile de ces 10 000 NFT qu'ils avaient. Ok? Il y a donc maintenant Astrolab, le deuxième c'était Defrog, et Defrog est venu à un moment donné dire ok, nous sommes un peu une version améliorée de Pandora, et voilà, ils ont également, ils étaient les deuxièmes, donc on parle de NFT 404, on va parler de Pandora en premier, on va parler de Defrog en deuxième. Si on va même sur l'article de KuCoin, vous pouvez voir, on va parler ici de Defrog. Voilà, d'abord Pandora, on parle de Pandora, on parle de Defrog, et après on parle de Monkeys par exemple, qui surfent également sur ces mêmes tendances. Si on va sur CoinGecko, on va parler de Pandora, Defrog, il y a Rock, il y a Moonart, il y a Froglyfriend. Vous voyez que c'est beaucoup plus les NFT, ce sont les NFT qui ont besoin de ça. Si on n'est pas dans les NFT aujourd'hui, est-ce que ça a réellement d'utilisation dans l'immobilier comme on espérait? Très bien. Il n'y a pas encore réellement de projet mainstream dont on parle qui va dans le sens de fractionner en utilisant ce standard-là pour les NFT. Ils utilisent majoritairement les standards classiques sans utiliser forcément ce standard-ci parce que ce standard est encore expérimental. Et comme c'est encore expérimental, on n'a pas encore testé les sécurités qu'il y a derrière, on n'a pas encore testé les hacks qu'il peut avoir derrière, on n'a pas encore testé toute une logique mismatch qui peut se greffer parce qu'on combine les deux, on n'a pas encore exploré toutes ces possibilités-là. Du coup, des réels projets ne vont pas aller dans ce sens, dans l'optique d'utiliser ce standard maintenant parce que c'est encore trop jeune et ils peuvent justement être en train de souffrir de quelque chose dont on aurait pu attendre que ce soit audité, contrôlé et qu'on ait sorti un rapport technique de fonctionnalité là-dessus et maintenant accepter le standard comme un standard reconnu dans la communauté crypto de façon générale. Donc pour le moment, ces deux standards, que ce soit ERC 404, que ce soit DN 404, ces deux standards sont tout simplement expérimentaux pour le moment. Et donc les projets qui surfent sur cette tendance sont peut-être early. Et si jamais ça devient le standard, il faudrait maintenant consommer la possibilité ou bien la fonctionnalité qu'ils apportent au travers de ce standard. Est-ce que tu as compris justement le ERC 404 aujourd'hui? Est-ce que tu as compris le besoin, le problème que ça vient répondre dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui? C'est un peu comme si tu es une boutique chez toi et tu dis, ok, je vais faire une sorte de jeu. Je vais mettre les tokens. La personne qui collectionne, qui a une collection entière du token, alors il a droit à la carte. Les ayants droit à la carte sont uniquement les personnes qui ont l'entièreté du token. C'est justement ça le standard qu'on a implémenté et qu'on a mis, donc on a combiné ensemble ces deux tokens-là dans la logique et on a appelé donc ERC 404. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as réellement compris cela? Est-ce que ça a été beaucoup plus simple ou bien il y a des éléments dont tu n'as pas compris et que tu aimerais que je revienne dessus dans une autre vidéo? C'était Elvis Konjo. Like, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.